Quoi? Alors, on peut le lire comme de la science-fiction, on peut lire beaucoup de choses. Ah oui, on peut. Moi, en tout cas, j'ai pensé le contraire au départ. Mais effectivement. Alors, donc, que se passe-t-il dans ce texte? Et pourquoi l'ai-je mis là? En fait, je le place ici parce que pour moi, il est dans la continuité, justement, la continuité d'une certaine vision de la science, qui est une vision de la science d'avant 1900, d'avant Wells. C'est-à-dire que, comme je vais l'expliquer, pour moi, Wells a beaucoup changé ce type cette façon d'écrire les textes. Ronnie Heney, qui avait commencé à écrire bien avant Wells et qui avait déjà beaucoup de choses à son actif, n'a pas été, à mon avis, aussi influencé par Wells que d'autres de ses contemporains. Bon, je vais parler bientôt. Et la Ligue, j'étais sur la Ligue des voyageurs extraordinaires. Les navigateurs de l'infini nous présentent un voyage martien, où on voit toute une faune exotique organisée sur un principe ternaire, avec des martiens eux-mêmes organisés sur un principe ternaire, qui sont tout à fait évolués et qui sont prêts à discuter. Bon. Mais on reste sur cette logique du voyage extraordinaire, c'est-à-dire que les gens qui font leur fusée la font à titre quasi expérimental. C'est pas un programme gouvernemental, c'est pas une mise en place de quelque chose qui pourrait avoir un sens général, c'est un exploit sportif. Et l'exploit sportif, c'est-à-dire l'invention scientifique comme exploit sportif, c'est caractéristique de cette science-fiction d'avant 1950. Et ils partent à la découverte de cela, et finalement, sur Mars, ils découvrent un environnement qui n'est pas si différent de la jungle africaine rêvée à cette époque-là, y compris par Ronnie Heney dans, par exemple, l'étonnant voyage de Ayrton Iron Castle. On a un peu le même genre de choses, au sens où on a, dans des coins très très éloignés, on découvre des choses jusqu'ici inconnues, nouvelles. Et là, on a cette transposition d'un voyage exotique sur une autre planète. Alors, encore une fois, on peut discuter énormément de l'aspect science-fiction, parce que ce qui est frappant chez Ronnie Heney et qui montre justement une évolution, une certaine façon d'envisager l'écriture de ces textes-là, c'est que les différents éléments mentionnés, aussi bien les extraterrestres, donc les martiens, que les objets employés, les objets techniques employés par les navigateurs sont extrêmement concrets. Il y a une volonté de rendre concret, de vraiment rendre crédibles ces différents objets-là. Finalement, on reste dans une logique un peu descriptive, mais on a un début, enfin du moins une promesse d'une mise en, d'une mise en série de tous ces objets-là. Bon, je reviendrai un peu sur la question de la mise en série. Alors, je parlais de Wells tout à l'heure. L'influence de Wells sur l'anticipation française, donc en 1900-1950 en gros, a été déterminante. C'est-à-dire que 3 textes de Wells, notamment, et de toute façon Wells a été beaucoup publié en France, mais 3 textes notamment ont été publiés en 3 années de suite, en 1900, 1901 ou quelque chose comme ça. Ces textes, c'est les textes classiques, la machine à voyager dans le temps, la guerre des mondes, les premiers hommes dans la Lune. Et ce que Wells a proposé, c'est un renouvellement thématique extraordinaire. C'est-à-dire réellement envisager le contact avec des êtres nouveaux radicalement différents, extraterrestres ou descendants vraiment très différents, Morlock et Eloy, de ce que nous pouvons être. Et cette irruption du thème du différent, de l'alien, du réellement différent, ça a beaucoup changé la façon de voir des auteurs français. Et les auteurs français ont envisagé aussi beaucoup des textes qui mettent en scène du radicalement différent. Mais sauf qu'ils ont retenu des thèmes de Wells le danger, le malaise, le péril, et la façon de mettre en situation les histoires, de présenter le différent, ça a toujours été sous l'angle du conflit, et donc potentiellement sous l'angle de l'extermination de l'un ou de l'autre, l'humanité ou éventuellement les autres, et donc toujours sur quelque chose qui doit se terminer avec le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà du livre, où le seul au-delà du livre, c'est la leçon qu'on en a tirée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dangers inconnus, ou le fait que l'au-delà, c'est sans les humains.
Par exemple, dans La guerre des mouches de Jacques Spitz, on finit sur le fait que le dernier humain dans un zoo est examiné par des mouches. Il n'y a pas d'au-delà de l'humanité. Mais les mouches, éventuellement, elles feront des choses formidables, mais ça sera sans doute. Vous voyez que, par exemple, le péril bleu, avec cette espèce de gigantesque insecte, là, c'est un texte tout à fait stimulant. Et mon but n'est absolument pas de distinguer science-fiction égale bon texte et anticipation égale texte moins bon, pas du tout. C'est extrêmement stimulant, mais le principe de quelqu'un comme Maurice Renard, ça reste sur le modèle en fait de Jules Verne et en fait de Wells en partie, l'idée que à la fin du texte, on n'ira pas plus loin. On a découvert quelque chose de nouveau, mais ce quelque chose de nouveau ne va pas modifier fondamentalement notre vision du monde. Il peut la modifier, oui, mais pas notre façon de vivre. Et dans le cas du péril bleu, une chose qui est découverte, c'est que au-delà de l'atmosphère, il y a en gros des créatures invisibles qui sont très intelligentes et qui ont une technique supérieure à la nôtre, et potentiellement pourraient nous détruire, nous attaquer, parce qu'on ne peut rien faire contre elles. Il n'y a pas de moyen pour s'élever dans les airs à cette époque, enfin s'élever du moins, dépasser l'atmosphère. L'idée, c'est que une fois que cette découverte est faite, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ces créatures-là, et c'est tout. Il n'est pas question de communiquer avec elles, au contraire, a priori, elles sont jugées trop différentes. Alors peut-être, on peut toujours envisager un futur au péril bleu où un contact se fait, mais ce n'est pas ce qui est envisagé par Maurice Renard. Bon, et on a évidemment la version populaire action de ce genre de choses. Le prisonnier sur la planète Mars, c'est quelqu'un qui se retrouve sur Mars et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'en partir. Il est confronté à des vampires, il est confronté à toutes sortes de dangers, il n'a aucune envie de rester là, et son seul but, c'est de rentrer sur Terre. Et si on compare à côté de cela le conquérant de la planète Mars de Burroughs, eh bien, lui, une fois qu'il est sur Mars, il est ravi et il a qu'une seule envie, c'est d'y revenir si jamais on le fait partir de cette planète. Donc il y a cette différence un peu que je vois. Et donc le choc des titans, c'est lorsqu'on a... alors désolé, la couverture n'est pas extraordinaire, mais j'adore cette image. Alors les images viennent essentiellement de Noosphère, hein, je le signale. Et donc lorsqu'on a... Là c'est Yves Dermez, on ne voit pas tellement son nom. Lorsque Yves Dermez, donc après-guerre, qui est un auteur qui a commencé à écrire avant 1950, fait quelque chose qui est publié dans une collection de science-fiction, il est en train de, dans ce genre de texte, il fait le lien. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Un auteur comme Yves Dermez a une continuité entre la position antérieure et la position d'après. Mais il a fait évoluer son écriture, c'est-à-dire que la créature qui menace l'humanité, qui est un titan de l'espace, c'est un être-force qui se nourrit de l'énergie des êtres vivants, eh bien, cet être-force se situe au niveau, il est au niveau galactique, il se déplace d'un système solaire à l'autre, il les épuise les uns après les autres, et une fois qu'il est confronté à la Terre, la menace de l'extinction intervient. Et cette menace de l'extinction est réglée par les humains, comme ils peuvent, à l'aide d'une autre invention extraordinaire qui est une sorte de machine à néant, une espèce de bombe à néant qui permet de détruire toute vie, y compris la vie de l'être-force. Mais bon, donc l'humanité est quasiment détruite, il reste une centaine de personnes, ou je ne sais plus combien, mais il reste très peu de gens, et donc le combat galactique passe quasiment par l'extermination de l'humanité, encore une fois. Et pourtant, on est dans quelque chose qui a pris de l'ampleur, énormément d'ampleur. Et lorsqu'on regarde en revanche ce qui se passe chez Van Vogt parallèlement, eh bien, chez Van Vogt, on a une humanité triomphante, confrontée à des créatures extraordinaires, elles aussi, et notamment très très proches de cela, mais créatures qui, peu à peu, est comprise, analysée, et c'est en la comprenant et en l'analysant qu'on trouve ses faiblesses et ses défauts, et donc on l'élimine, et après cela, le Space Beagle qui... oui, c'est Zorl, quelque chose comme ça, oui. Curl. Oui, c'est un Zorl, il s'appelle... Oui, bon, et donc, dans la logique de la faune de l'espace, eh bien, on a de l'exploration qui s'affronte à des créatures extraordinaires, mais on les comprend, peu à peu, on les domine, et elles se mettent à faire partie de l'ordre du monde, et comme elles font partie de l'ordre du monde, eh bien, on peut régler leurs problèmes scientifiquement. Alors, bon, plus ou moins scientifiquement, parce que c'est Van Vogt.
Disons qu'on n'a pas, exactement la même logique. Vous voyez un petit peu la séparation qu'on peut faire entre les deux, sur un élan qui est finalement le même. Quand on poursuit un peu la logique de l'anticipation à la française, on a toujours cet aspect d'anomalie, c'est-à-dire qu'on va avoir une chose à régler, on va la régler avec une autre chose exceptionnelle, la bombe à néant qui sort d'un peu nulle part, et on finit là-dessus avec l'impression que ça y est, on est sauvé, mais quasiment tout le monde est mort. Bon, voilà un peu la logique. Et alors, si je propose rapidement en fait, je parle beaucoup trop longtemps. Si je propose rapidement une petite deux portraits comparés en 1950. L'anticipation à la française, c'est des romans isolés. Alors, il y a des collections, dans Talendier notamment, qui publient quand même un certain nombre de romans de ce genre, mais ils ne sont pas identifiés comme lisez des romans d'anticipation, avec un bandeau anticipation dessus. C'est une variante du style réaliste, alors variante au sens où les auteurs eux-mêmes se considèrent qu'ils sont en train de pousser un peu par rapport à ce qu'on écrit normalement, mais dans leur logique, ils écrivent comme on écrivait des romans réalistes à l'époque. Ils critiquent la science et la technique, donc d'une manière générale, la science, c'est ce qui va amener des découvertes potentiellement néfastes, enthousiasmantes au départ, mais qui ont des effets secondaires négatifs, une certaine angoisse de l'avenir, et il y a aussi une tendance assez prolongée à l'humour, prononcée à l'humour et